Mesdames et messieurs, bonjour. Je me réjouis d'être là parmi vous. J'en suis honoré et je tiens à remercier les organisateurs par avance pour le caractère passionnant de ce qu'ils nous ont présenté et annoncé il y a un instant. Alors, permettez-moi de me présenter. Je suis Jean-François Sirinelli, je suis professeur d'histoire contemporaine à l'Institut d'études politiques de Paris, c'est-à-dire à Sciences Po. Je suis d'ailleurs moi-même plutôt un spécialiste de ce qu'on appelle le XXe siècle dans notre vocabulaire d'historien, et c'est avec humilité, mais aussi avec passion, que je suis heureux ce matin de présenter cette première session. Alors cette première session, je vais être très bref, bien évidemment, parce que nous avons plusieurs orateurs passionnants à écouter, mais cette première session, M. Yon le rappelait à l'avance ou à l'instant, sera consacrée plutôt au socle politique. Nous allons nous interroger à travers 5 exposés successifs qui croisent l'histoire et l'histoire de l'art sur ce pouvoir impérial. Et Jean-Claude Yon le rappelait également, notre propos, et vous voyez le terme regard au pluriel, notre propos est de rendre compte en quelque sorte de la diversité à la fois historiographique sur ce sujet du Second Empire, mais aussi d'aborder un tel sujet non seulement dans un esprit pluriel, mais sans intention de réhabilitation. D'ailleurs, pour un historien, la question ne se pose pas. L'historien se doit d'être serein dans son ton, équanime dans son caractère par rapport à son objet, et au bout du compte, se doit d'être équitable, et nul doute par avance que chacun de mes collègues, que je remercie pour leur présence, mettra en œuvre chacune de ces qualités. Alors, moi, mon rôle est plus prosaïquement et plus modestement un rôle de chef de gare. Les organisateurs du colloque m'ont dit de rappeler à chacun des intervenants qu'il ne dispose que de 20 minutes, et donc je vais passer la parole au premier de ces orateurs, en me réjouissant de sa présence, car c'est un spécialiste éminent, reconnu et respecté du Second Empire. Il s'agit d'Éric Anseau, qui enseigne l'histoire contemporaine à l'université de Paris-Sorbonne. Je vais lui passer la parole. Il a le double honneur, d'une certaine façon, mais aussi la double responsabilité d'ouvrir la liste des contributions, mais aussi de donner l'exemple pour le respect du temps. Et donc, sans plus tarder, cher Éric, je vous passe la parole, et je crois que le dispositif prévoit que vous vous exposiez. Merci, Monsieur le Président. La tribune. Voilà, je vous remercie tous, et la parole est à Éric Anseau. Alors, mesdames et messieurs, vous le voyez sur le programme qui vous a été distribué, je vais vous parler du parlementarisme et de l'antiparlementarisme sous le Second Empire. Dans le vaste répertoire des régimes politiques de l'histoire contemporaine, le Second Empire occupe une place singulière au regard du parlementarisme. En effet, il se caractérise d'abord par une volonté clairement revendiquée de limiter à la fois le pouvoir législatif du Parlement et le contrôle du gouvernement sur celui-ci. Il naît antiparlementaire. La sévérité de Victor Hugo dans Napoléon le Petit, pour être excessive dans sa formulation, n'en est pas moins juste sur le fond. Je cite Victor Hugo, « Aujourd'hui, l'herbe pousse au Palais Bourbon, plus de tapage, plus de vacarme, plus de parlage de parlement et de parlementarisme. » Cependant, le régime voit ensuite renaître, par étapes, les attributs et les pratiques du parlementarisme, au point qu'en 1869-1870, il n'a plus rien à voir en ce domaine avec ce qu'il était 17 ans plus tôt. Dès lors se posent 3 questions. Comment expliquer l'antiparlementarisme foncier du régime à ses débuts? Sous quels effets et sous quelle forme s'est-il transformé? Pour autant, peut-on qualifier l'Empire libéral de 1870 de régime parlementaire? Pour y répondre, il importe de remonter à la pensée et à l'expérience de Louis-Napoléon Bonaparte, le futur Napoléon III. Ce sont elles, comme en tant d'autres domaines, qui fournissent des clés essentielles d'explication pour comprendre ce qu'il advient ensuite. Premier point donc, la réduction du parlementarisme qui est mise en œuvre en 1852 résulte à la fois des convictions que Louis-Napoléon s'est forgées depuis sa jeunesse et de l'expérience extrêmement douloureuse qu'il vient de vivre en tant que président de la République. Dans son premier texte important publié en 1832, Rêverie politique,
Il préfère le concept de souveraineté populaire à celui de souveraineté nationale, issu de la révolution libérale et bourgeoise, qui renvoie à la représentation parlementaire. Selon lui, le pays légal et le pays réel sont radicalement différents, et le premier, qui s'incarne naturellement dans le parlementarisme, n'est qu'un miroir déformé du second, car il y a chez lui, comme chez, il faut le dire, l'immense majorité de ses contemporains, un impensé de la représentation sociale au Parlement. Dans cette brochure, il se prononce pour un exécutif fort en contact direct avec le peuple. Reprenant la théorie du concours chez Racières et appliquée dans la Constitution de l'an 8, la Constitution du consulat, il dit souhaiter la répartition des prérogatives législatives entre plusieurs assemblées collaborant pacifiquement de façon à dépolitiser, le terme est important, la vie publique. Par la suite, lorsque la monarchie de Juillet apparaît solidement installée et lui refuse de rentrer en France en renouvelant la loi d'exil qui frappe les Bonaparte, il se montre beaucoup plus critique à l'égard du régime parlementaire. Dans l'idée napoléonienne, publiée en 1840, il se fait même menaçant à l'égard des ministres et des parlementaires de la monarchie de Juillet s'ils continuent à demeurer coupés du peuple. Je le cite, « L'idée napoléonienne pourrait bien dire au peuple ce que saint Rémy disait aux fiers Sicambres. Renverse tes faux dieux et tes images d'argile, brûle ce que tu as adoré jusqu'ici et adore ce que tu as brûlé. » Donc vous voyez une menace explicite. Surtout enfermé à Ham à la suite de son échec du coup d'État de Boulogne en 1840, il se montre très dur dans les nombreux articles qu'il va publier à ce moment-là dans la presse républicaine. Dans l'un d'eux, intitulé « Amélioration à introduire dans nos mœurs et dans nos habitudes parlementaires », il critique fortement la tribune qui effraie selon lui les talents qui n'ont pas l'habitude de parler en public. Je le cite, « Le grand désavantage de la tribune, c'est de ne permettre qu'aux orateurs consommés de parler, et souvent les grands orateurs ne sont pas les hommes les plus logiques, ni ceux qui approfondissent les questions. » Dans un autre article, intitulé « Les spécialités », il développe en saint-simonien l'idée de nommer des hommes spéciaux au ministère dont ils ont la compétence technique. Un banquier aux finances, un négociant au commerce, un homme d'affaires aux travaux publics. Il préconise un chef de gouvernement responsable et amovible, sorte de ministre de la parole, qui quitterait le pouvoir en cas de désaccord avec le Parlement, mais, et c'est très important, les autres ministres resteraient pour éviter que les réformes utiles n'avortent. S'il fait ici une concession à la sanction possible de l'action gouvernementale par le Parlement, il reste, vous le voyez, étranger aux notions de responsabilité et de solidarité gouvernementale. Alors, mesdames et messieurs, cette vision singulière du Parlement va prendre, il faut le dire, un tour nettement anti-parlementaire à la suite de l'expérience douloureuse qu'il va vivre sous la Deuxième République. Élu député à l'été 1848, Louis-Napoléon n'a aucune expérience des assemblées délibérantes et parle à la tribune avec un fort accent suisse alémanique et sans aucun talent oratoire, ce qui lui vaut des railleries d'une partie de ses nouveaux collègues et de la presse. Lors de la campagne présidentielle qui suit, l'immense majorité des représentants du peuple fait campagne contre lui, ce qui ne l'empêche pas, vous le savez, d'être élu triomphalement président le 10 décembre. Le gouvernement qu'il compose avec des parlementaires en vue, comme Odilon Barrot ou Alfred de Falloux, anciens adversaires politiques, enterre systématiquement les projets qui lui tiennent le plus à cœur, car ces parlementaires les considèrent, je cite ici Barrot, comme des élucubrations. Ses relations avec l'Assemblée législative, à forte majorité royaliste, ne cessent de se détériorer, au point qu'il finit par composer des gouvernements de parlementaires de seconde zone et d'hommes dévoués que les chefs de parti de l'Assemblée surnomment vite les commis du président. Acte anti-parlementaire par excellence, nous l'avons rappelé tout à l'heure avec Jean-Claude, le coup d'État est réalisé contre l'Assemblée et s'affiche comme tel sur les murs de Paris à l'aube du 2 décembre 1851. Il s'accompagne de la dissolution immédiate de l'Assemblée législative, du rétablissement du suffrage universel, que la majorité avait amputé de son tiers le plus populaire par la loi du 31 mai 1850, et d'un appel au peuple destiné à trancher le conflit qui oppose les deux pouvoirs. À l'arrestation préventive d'une partie des parlementaires par les conjurés répond la proclamation de la déchéance du président par une autre partie, bien vite arrêtée,
la résistance sur les barricades de quelques autres et la mort de l'un d'entre eux, le député Baudin, en pleine action, la condamnation à la déportation, à l'expulsion du territoire, à l'éloignement provisoire ou l'exil volontaire des députés impliqués. La crise qui vient de se dérouler est capitale pour comprendre le caractère antiparlementaire de la Constitution du 14 janvier 1852. Comme Tocqueville vient alors de l'écrire dans ses souvenirs à propos du président dont il a été le ministre 2 ans plus tôt, je cite Tocqueville, « Le trait caractéristique et fondamental de son esprit en matière politique est désormais la haine et le mépris des assemblées. » Alors, mesdames et messieurs, il est impossible, dans l'espace restreint d'une telle communication, de reprendre par le menu la Constitution du 14 janvier 1852. Au moins, faut-il ici en faire ressortir quelques traits saillants. Elle s'inspire largement de celle de l'an 8, celle du consulat, mais revêt un tour encore plus personnel que sous Napoléon Bonaparte. Le président est seul à détenir l'initiative des projets de loi, à sanctionner les lois et à les promulguer. Il est donc à la fois au départ et à l'aboutissement du travail législatif. Il, je cite la Constitution, gouverne au moyen d'instruments. Et les instruments, quels sont-ils? Les ministres, le Conseil d'État, le Sénat, le corps législatif. Les ministres sont nommés et révoqués par lui et seul, et n'ont de compte à rendre qu'à lui également. Le polycamérisme permet d'éviter, je cite la Constitution, la prépondérance d'une seule assemblée, cause permanente de troubles et de discorde. De façon significative, l'assemblée chérie du neveu, comme elle était celle de son oncle, est le Conseil d'État, qui est composé de techniciens et qui participe au pouvoir législatif. Quant au corps législatif, qui vote les projets de loi et l'impôt, il n'a pas le droit de décider de son ordre du jour, de commenter la politique générale du pays, d'interpeller le gouvernement, de voter le budget en entrant dans ses détails. Sa faculté d'amendement est extrêmement réduite. Sa session est courte. Ses membres ne sont plus appelés représentants du peuple, mais députés, car ils ne représentent pas la nation, mais uniquement une petite portion du territoire. Ils doivent prêter un serment d'obéissance à la Constitution et de fidélité au président. Ils ne sont que 261, ce qui représente environ la moitié des assemblées sous les monarchies censitaires et le tiers sous les républiques. Comme la Constitution n'hésite pas à l'affirmer, ces faibles effectifs assureront le calme des délibérations, car trop souvent, on a vu dans les assemblées la mobilité et l'ardeur des passions croître en raison du nombre. Malgré tout, quelques garanties supplémentaires sont prises. En amont, le découpage des circonscriptions et le système de la candidature officielle pour s'assurer des majorités confortables. Et en aval, l'absence de publicité des débats et la suppression de la tribune. Dans ces conditions, très peu d'opposants sont élus et la session est calme. Et dans son message au corps législatif, à la fin de celle-ci, le 28 juin 1852, le président tire les leçons de la transformation qu'il a voulu. Vous avez compris que le temps des discours passionnés et stériles était passé, que celui des affaires est enfin venu. Alors, deuxième temps de ma communication, qui sera plus court, le rétablissement des prérogatives parlementaires s'accomplit en 3 étapes, entre 1860 et 1869, et trouve ses origines, et c'est très important, dans le changement radical de contexte. Ainsi, le décret du 24 novembre 1860, qui en marque le premier jalon, est un moyen de chercher à canaliser le flot montant des critiques. En effet, à l'exception des socialistes encore peu actifs, tous les opposants, je dis bien tous les opposants, les légitimistes, les orléanistes, les républicains, concentrent leurs attaques sur l'antiparlementarisme du régime. Alors, je n'ai pas le temps de vous en administrer ici la preuve, mais les exemples abondent. Il y a encore beaucoup plus grave. En effet, au sein même de la majorité, le parlementarisme trouve désormais des défenseurs, car certains y voient un moyen d'empêcher le régime de se lancer dans une politique extérieure, économique et financière hasardeuse. Ainsi, au cours de la session, naît un courant clérical choqué par la politique italienne de Napoléon III et un courant protectionniste hostile au traité, libéralisant les échanges avec la Grande-Bretagne, courants qui se recoupent et qui sont unis avec les députés budgétaires, et donc il y a de ce fait un véritable danger pour le pouvoir. Le président du corps législatif, Morny, parvient à convaincre Napoléon III qu'il faut des réformes pour canaliser ses critiques.
C'est l'origine du décret du 24 novembre. Chaque année, à l'ouverture de la session, les chambres, terme d'usage parlementaire absent de la Constitution de 52 et qui fait sa réapparition en 1860, pourront désormais débattre ces chambres d'une adresse en réponse au discours du trône. Le droit d'amendement sera élargi. 3 ministres sans portefeuille, véritables avocats du pouvoir, recevront la mission de venir expliquer et défendre la politique gouvernementale devant les chambres. 1 an plus tard, Senatus Consulte autorise les députés à examiner le budget en détail et à le voter par section et impose désormais leur accord à ces chambres pour l'ouverture de crédits supplémentaires et extraordinaires demandés par le souverain. Les 5 années qui suivent sont celles des hésitations du pouvoir impérial, une mesure autoritaire répondant assez systématiquement à une concession libérale et parlementaire. L'étape suivante, vers le rétablissement du régime parlementaire, s'explique en grande partie par le choc de Sadova, le 3 juillet 1866, la prise de conscience du danger prussien et la volonté pour Napoléon III de faire passer la réforme militaire qui lui tient très à cœur pour mettre l'armée française au niveau de sa rivale prussienne. Le 19 janvier 1867, il adresse à Rouher, son principal ministre, une lettre publique dans laquelle il annonce que le droit d'interpellation, sagement réglementé, viendra remplacer l'adresse, que les ministres pourront se rendre désormais au corps législatif par délégation spéciale et que des projets de loi seront prochainement déposés pour libéraliser le régime de la presse et autoriser sous condition les réunions. En outre, la tribune fait sa réapparition. Il s'agit pour lui d'obtenir en contrepartie, vous l'avez compris, je le disais tout à l'heure, sa réforme militaire. Néanmoins, il prend soin de souligner publiquement que ces ajustements ne signifient aucunement un retour au régime parlementaire. Ainsi, précise-t-il par exemple que la délégation des ministres n'implique aucune responsabilité et aucune solidarité ministérielle et que les ministres continueront de dépendre de lui et de lui seul. Le principal ministre, Rouher, qui est hostile à l'évolution parlementaire du régime, est maintenu et même conforté. Et se crée alors, au sein de la majorité, le cercle de l'Arcade pour organiser la résistance. C'est en 1869 que le souverain franchit l'étape la plus importante du retour vers une forme de régime parlementaire. La victoire des dynastiques libéraux aux élections législatives du printemps 1869, la demande d'interpellation de 116 d'entre eux dès l'ouverture de la session pour demander de nouvelles libertés, le vieillissement et le rétrécissement du personnel font réfléchir le souverain. Par ailleurs, il est, vous le savez sans doute, malade. Il envisage de céder le pouvoir au prince impérial lorsque celui-ci atteindra la majorité en 1874. Et il entend le faire dans les meilleures conditions possibles. Il demande à Rouher d'annoncer à la fois son départ du gouvernement et de nouvelles réformes. Le 8 septembre 1869, le Sénat adopte un Senatus Consulte qui transforme radicalement le Parlement. Il étend les droits du corps législatif, élection de son bureau, détermination de son règlement, initiative des lois, c'est très important, liberté d'amendement, droit complet d'interpellation, vote du budget dans ses moindres détails, contrôle des tarifs douaniers. Il transforme aussi le Sénat, maîtrise du règlement du Sénat, droit d'interpellation, séance publique. Il modifie aussi, et c'est très important au régime parlementaire, radicalement la condition des ministres qui pourront être choisis parmi les députés et les sénateurs. Cette compatibilité des deux fonctions est essentielle à la renaissance du parlementarisme. Les ministres délibéreront désormais en conseil et seront responsables, sans préciser toutefois devant qui, ce qui induit qu'ils le deviennent devant la Chambre, mais qu'ils continuent aussi de l'être devant l'empereur. Il faut noter que le doute qui plane ici s'explique moins par un quelconque machiavélisme qu'avaient vu certains historiens de jadis, que par la volonté de ne pas paraître touché au pacte fondamental initial de 1851, ce qui nécessiterait sinon de recourir au plébiscite. Toutes ces réformes rendent le régime semi-parlementaire, selon l'expression très juste de René Raymond. En effet, Napoléon III n'a accepté ces concessions que dans la mesure où il conserve ce qui est absolument essentiel à ses yeux, sa responsabilité devant le peuple français, le droit de nommer et de révoquer les ministres, celui de dissoudre le corps législatif, la présidence du Conseil des ministres, enfin, la faculté constante de revenir en arrière en appelant au peuple
par plébiscite. Les bonapartistes autoritaires n'en sont pas moins très mécontents. L'un de leurs journaux, Le Pays, considère par exemple que l'Empire s'est livré et perdu à ses adversaires. Quant aux libéraux, ils sont très partagés. Un exemple, dans l'Illustration, Auguste Marc, qui est le rédacteur en chef, déplore que l'on se soit arrêté sur la route qui mène au régime britannique. Alors, dernier point, dès lors se pose une ultime question. L'Empire libéral tel qu'il se met en place et qu'il fonctionne au premier semestre 1870, est-il un régime parlementaire? C'est la question que je me pose dans un livre consacré à l'Empire libéral qui paraîtra en janvier de l'an prochain. L'Empire libéral propose une synthèse inédite, originale, mais très éloignée de l'Empire originel. Napoléon III se conforme aux usages parlementaires en appelant Émile Ollivier un républicain modéré et libéral, et la formule qu'il utilise en la circonstance est parlementaire à la virgule près. Je vous la livre. Les ministres m'ayant donné leur démission, je m'adresse avec confiance à votre patriotisme pour vous prier de me désigner les personnes qui peuvent former avec vous un cabinet homogène, représentant fidèlement la majorité du corps législatif et résolu à appliquer dans sa lettre comme dans son esprit le Senatus Consulte du 8 septembre. Au terme de négociations longues et difficiles qui n'ont rien à envier à celles des monarchies censitaires, le gouvernement du 2 janvier 70 est constitué, avec en son sein 2 parlementaires très proches de l'orléanisme, sur 11 membres, Daru et Buffet, qui héritent d'attributions très importantes. L'un devient ministre des Finances et l'autre ministre des Affaires étrangères. Le 10 janvier, Ollivier, là encore dans le plus pur esprit parlementaire, monte à la tribune du corps législatif pour donner un discours de politique générale dans lequel il en appelle à toutes les bonnes volontés. Il accentue aussi de son propre chef l'évolution vers le parlementarisme, possibilité donnée aux journalistes de commenter les séances, abandon en février 70 de la candidature officielle, adoption d'un nouveau règlement du corps législatif inspiré du modèle britannique. Cette bonne volonté et ces mesures séduisent de nombreux opposants qui se mettent à fréquenter les salons officiels et acceptent pour beaucoup d'entre eux de siéger dans les grandes commissions extra-parlementaires sur le modèle britannique, nommées alors par le gouvernement. Ollivier est élu triomphalement en avril à l'Académie française, qui est un temple de l'orléanisme. L'initiative d'une nouvelle constitution vient de Napoléon III lui-même. Le projet est rédigé par Ollivier, qui en fait un texte beaucoup plus parlementaire que d'ailleurs ne le voulait Napoléon III, mais celui-ci l'accepte du moment qu'il conserve sa pleine faculté d'en appeler au peuple. Le 20 avril, un Senatus Consulte qui étant celui du 8 septembre est adopté. Si le texte ne va pas jusqu'à parler de solidarité ministérielle ni de confiance parlementaire, il rend le gouvernement responsable devant le corps législatif. Le Sénat, comme la Chambre des Lords en Angleterre, perd sa fonction constitutionnelle pour devenir une chambre législative à part entière. Au regard de l'histoire constitutionnelle française, cette nouvelle constitution apparaît comme le fruit hybride d'un compromis. Le régime ne devient pas, à proprement parler, un empire parlementaire, mais plutôt un empire à demi plébiscitaire et à demi parlementaire, selon l'expression de l'un des proches du souverain, parieux. Ou pour mieux dire, en reprenant la terminologie de Benjamin Constant, un gouvernement mixte qui n'est d'ailleurs pas sans analogie avec l'acte additionnel aux constitutions de l'Empire des 100 jours de 1815. Dès lors que les bases fondamentales du pacte fondateur sont modifiées, le recours au plébiscite s'impose, malgré les réticences initiales de Napoléon III. Le 8 mai 1870, les Français ratifient très largement cette nouvelle constitution. Ce plébiscite nous amène à aborder la difficile mise en œuvre du régime. Tout d'abord, les orléanistes se sont montrés très hostiles au plébiscite, le jugeant même, pour les puristes, totalement incompatible avec le retour au parlementarisme. Daru, Buffet et Alouette démissionnent du gouvernement, provoquant une crise politique. Les bonapartistes autoritaires et antiparlementaires de leur côté sont ravis de la fin de la lune de miel orléano-bonapartiste. Ils analysent le succès du plébiscite comme une réaffirmation du soutien populaire à l'empereur et non comme une approbation d'une constitution beaucoup trop technique dont seule l'élite a lu la lettre. Donc vous voyez, ça c'est très très important pour comprendre la position des bonapartistes autoritaires. Au Sénat, ils multiplient les interventions malveillantes pour mettre en difficulté le gouvernement d'Émile Ollivier, et au corps législatif, ils contribuent à faire repousser la plupart des projets gouvernementaux.
Napoléon III est incité par ces bonapartistes intransigeants à revenir à une forme d'empire plus autoritaire. Le 4 juillet 1870, par exemple, il s'entretient avec le conseiller d'État Bavoux, qui se lance dans une critique au vitriol du parlementarisme et, je le cite, de l'affaissement du principe d'autorité. En fait, si Napoléon III prête sans nul doute une oreille attentive à ces critiques et se réserve la possibilité de mettre un terme à l'empire libéral en cas d'échec, il est décidé à en poursuivre l'expérience, comme l'atteste sa réponse extrêmement prudente à Bavoux, sa correspondance que j'ai étudiée, et surtout le fait qu'il maintient sa confiance à Émile Ollivier. La crise diplomatique de juillet 70 montre néanmoins que le passage à l'écosystème de l'empire libéral n'est pas total. Ollivier est tenu à l'écart de certaines négociations, et s'il accepte d'endosser la décision de l'entrée en guerre, c'est par orgueil, par fidélité, et pour ne pas voir disparaître son œuvre. Tout dernier élément très rapide, la chute du gouvernement Ollivier est d'une certaine façon le sommet parlementaire du Second Empire. Alors je sais, c'est un petit peu iconoclaste de le dire, mais je vais essayer de vous le montrer. Tramé en secret depuis plusieurs jours par l'ensemble des groupes du corps législatif qui ont pris langue avec le président de ce corps législatif, Eugène Schneider, ce renversement intervient le 9 août. La manière dont il se déroule est très significative. C'est un bonapartiste autoritaire duvernois qui dépose un ordre du jour dans le plus pur esprit parlementaire. La Chambre, décidée à soutenir un cabinet capable d'organiser la défense du pays, passe à l'ordre du jour. Ollivier dit qu'il ne l'accepte pas, ce qui revient à poser au corps législatif la question de confiance. Le corps législatif unanimement se lève pour approuver l'ordre du jour, à l'exception des seuls ministres, fait unique dans les annales parlementaires. Ollivier se rend alors auprès de l'impératrice pour lui remettre sa démission, puis revient en soirée au corps législatif pour le prévenir qu'elle l'a accepté et qu'elle a chargé le général-comte de Palikao de former un nouveau gouvernement. Palikao, c'est un autoritaire, mais Palikao n'ajourne pas les chambres. Contrairement à Ollivier, il ne bénéficie pas seulement d'une prééminence de fait sur ses collègues, mais il est un véritable chef de gouvernement, et on peut y voir un nouveau pas vers le parlementarisme. Son gouvernement, constitué en concertation avec Eugène Schneider, se compose lui aussi de parlementaires. Il respecte les formes et les usages parlementaires. Il passe même une partie de ses après-midi, alors que nous sommes en pleine guerre, au corps législatif pour expliquer la conduite des opérations et la mise en défense du pays. Lorsque la nouvelle de la défaite de Sedan parvient à Paris, le 3 septembre, l'impératrice écarte toute idée d'un coup de force contre le Parlement. Le Conseil des ministres du lendemain matin retient le principe d'un conseil de régence de 5 membres élus par la Chambre, sous le contreseing duquel seraient nommés les ministres. La proposition sera soumise dans l'après-midi au corps législatif, en même temps que celle de déchéance proposée par les Républicains et celle d'Adolphe Thiers qui réclame une commission de gouvernement composée de députés et dirigeant la France jusqu'à la réunion d'une assemblée constituante. Cette proposition de Thiers, intermédiaire entre les deux autres, semble devoir recueillir l'assentiment de l'immense majorité des parlementaires. Mais, vous le savez, le corps législatif n'a pas le temps de les examiner puisqu'il est envahi par la foule et les députés républicains de la Seine prennent alors la situation en main en détournant les Parisiens vers l'hôtel de ville où ils proclament la République. Issu d'un coup d'État contre-parlement, le Second Empire meurt en revanche d'une défaite militaire et d'une révolution. Quelques mots rapides pour conclure, quelques enseignements. Le Second Empire est donc né anti-parlementaire de la volonté même du chef de l'État, influencé par l'exemple du Premier Empire et marqué par son expérience extrêmement douloureuse de la Deuxième République. Pour différentes raisons, il acquiert pourtant les attributs et les pratiques parlementaires par étapes au cours des années 1860. Au terme de cette évolution, l'Empire libéral n'a plus grand-chose à voir avec le régime originel et s'apparente à un gouvernement mixte dans sa forme comme dans son esprit. Et là, je passe à la Troisième République. Si les institutions de 1875, fruit d'un autre compromis entre orléanistes et républicains modérés, présentent certaines similitudes avec l'Empire libéral, l'usage qui s'impose à partir de la présidence de Jules Grévy en 1879 est quant à lui l'envers complet de ce qui a été pratiqué entre 1852 et 1860. Le premier président authentiquement républicain de la Troisième République avait été l'un des rares à mettre en garde en 1848 ses collègues parlementaires contre les risques d'un pouvoir exécutif trop fort
et contre l'antiparlementarisme qui pouvait en résulter. Chef de l'opposition républicaine au corps législatif, Jules Grévy a été profondément marqué par l'expérience impériale. Arrivé au pouvoir, il donne l'exemple de l'effacement complet de l'exécutif et laisse le champ libre à un régime d'assemblée. Comme le soulignent alors les grands publicistes que sont Henriot, Duguy et Gèze, la France vient de passer d'un excès à l'autre. Je vous remercie.